Ah oui, d'accord. Ça va? Non, mais je veux faire ça va? Ça va? Ça va? Ça, c'est gentil chez moi. Ça va? Ah ouais. Oui, c'est pas grave. Ah ouais, ouais. Bon, mais sympa. Ouais, ouais. Ouais, ouais, voilà. C'est intéressant.
Bon, ben, bonsoir à tout le monde. Donc, on va pouvoir débuter le second conseil municipal de la mandature. Donc, voilà, on va commencer par faire l'appel. Paul Rodriguez, Présent. Michael Piel, présente. Vincent Cowet, Présent. Yvette Toussaint, présente. Pascal Rosimel, Présent. Nicole Pierry, présente. Christophe Poirier, Présent. Cassandre Métayer, Présente. David Coléo, pouvoir Cassandre. Pouvoir. Oui. Marie-Laure Coupez, présente. Claude Sarrazin, Présent. Ursula Auger, Présente. Jean-Yves Blandin, Présent. René Carletto, Présent. Brigitte Jouenne, présente. Nathalie Gru, Présente. Mathieu André, Présent. Caroline Herbert, présente. Emmanuel Gilles, Présent. Frédéric Levasseur, présent. Anthony Gernot, Présent. Virginie Briquet, présente. Jean-Claude Oran, pouvoir Paul Rodriguez, Noémie Herbeau, présent. Mathieu Joly, Présent. Maxime Quesnel, Présent. Sandra Riplaine, J'ai donc pouvoir. pouvoir Maxime Quesnel, Jean-Paul Le Bouic Présent. et Julie Funier. Présente. Donc, très bien, on va. Je vous demande quelqu'un pour être secrétaire de séance du conseil municipal. Yvette. Ok. Donc, tout le monde est d'accord? C'est bon? Oui. Ok. Alors, vous avez reçu vendredi dernier
les documents relatifs au conseil municipal. Donc, vous avez eu un ordre du jour qui a été proposé pour la séance du 10 avril. Donc, est-ce que vous avez des remarques sur l'ordre du jour tel qu'il a été proposé? Pas de remarques. Alors, moi, j'ai juste une petite remarque, moi, mais ça apparaîtra pour la suite. C'est pour la dénomination dans la délibération 12 là, de la commission communication, démocratie, donc il faut qu'on rajoute participative à chaque fois. Voilà, parce que comme il y a déjà ces communication, démocratie, culture, patrimoine, c'était pour gagner de la place à première vue. Donc on va rajouter à chaque fois, et dans la délibération ce sera le cas, démocratie, participative. Donc on remet ce petit rajout. Voilà, tout le monde est d'accord sur l'ordre du jour. Ensuite, l'approbation du procès-verbal de la séance du 20 mars. Alors, est-ce que vous avez des remarques à faire? Oui. La question était peut-être posée avant sur l'approbation du procès-verbal du 20 février. Oui, d'accord. C'était peut-être avant. Oui, oui, d'accord. Alors, effectivement, c'était le dernier conseil municipal du mandat précédent. Donc, effectivement, on n'a pas. L'ordre du jour apparaissait sur Internet. Là, on a vérifié, il n'est plus là actuellement. Le PV, il n'a pas été adopté encore pour l'instant. Mais je propose de l'inscrire directement dans le prochain conseil municipal, le 29 mai, au moment où on va adopter le compte financier unique. Alors, comme ce PV de la séance du 20 février, vous y étiez présent, concernait notamment des aspects budgétaires, comme le 29 mai, on aura aussi ce travail sur le compte financier unique. Bon, ça paraîtra cohérent de le voter à ce moment-là. Donc, hormis ce point, le PV du 20 mars, c'est bon. Alors, les délégations du conseil municipal au maire. Donc, vous avez eu dans le document, la note de synthèse, toutes les DIA qui ont été proposées et décidées. Hein. Vous voyez les dates aussi des décisions. Hein. C'était à la fin du mandat précédent pour l'essentiel. Donc, vous avez du 12 février 2026 pour la plus ancienne jusqu'au 23 mars pour la plus récente. Alors, est-ce que vous avez des remarques à faire à ce niveau? Moi, il y a une déclaration qui me pose des questions sur le sujet. Moi, sur la DIA, je vais juste dire les derniers chiffres. Le 26K007 sur les parcelles de l'impasse de la Fontaine. À savoir quel est le plan de gestion global de la commune sur l'acquisition d'espaces verts au sein du centre-ville. Mais ça me semble être un terrain intéressant sur lequel il serait peut-être judicieux de se positionner en raison de son emplacement entre deux dessertes communales. Il y a deux plans d'eau sur ce terrain. La maison a suffisamment de terrain pour que ça soit reborné différemment et qu'il y ait un équilibrage dans la disponibilité des terrains en centre-ville au sein de cette maison, en sachant que c'est aussi une personne qui fait du dépôt sauvage sur la voie publique au niveau des tentes, alors qu'il me semble qu'elle a suffisamment de terrain de disponible pour faire un compostage interne à sa propriété. Donc voilà, je pense que ça pose question. C'est un terrain qui est intéressant. Au niveau de la biodiversité, il y a des travaux à faire sans grande mesure pour faire évoluer la guerre nature. D'accord. Alors, pour la préservation de la biodiversité, hein, c'est un terrain qui est classé en A. Donc, la biodiversité va être, par rapport à ce classement, quoi qu'il arrive, préservée. Donc, il n'y aura pas de problème à ce niveau. Et là, la politique qui a été retenue au niveau des communes, hein, sur le mandat précédent notamment, c'est d'exercer notre droit de préemption sur des éléments, des terrains qui pouvaient être forcément utiles pour la politique de l'habitat du territoire. Alors, vous évoquez notamment l'intérêt de la biodiversité. Donc, vous savez qu'il n'y a pas il y a pas très longtemps la journée mondiale de l'eau. Et il y a eu une journée qui a été ouverte à tous les Guérois pour aller découvrir les anciennes lagunes guéroises. Et ça a permis à tous les gens de prendre, ça a été pédagogique, hein, ça a permis à tous les gens de prendre en compte le principe des zones humides. Donc, c'est le syndicat mixte de Grand Bassin de Toulouse qui a organisé ça. Donc, on dispose déjà de ce type on va dire de biens sur le territoire.
dont tous les enfants peuvent profiter allègrement, notamment dans une manifestation de ce style. Si je peux rajouter par rapport à ce que dit Paul, c'est une zone humide qu'on a créée il y a 2 ans avec le SFGBO, qui a été portée par l'Agence de l'eau et des aides européennes. Ça n'a rien coûté à la commune de Gerd, il faut déjà le savoir ça. C'était des lagunes qui ne servaient plus du tout, qui étaient envasées, enfin bref, il y avait très peu de poissons, c'était un peu. Bref. Et là, on a recréé le liminaire de la rivière des années 1950-1960. Donc c'est ouvert à tout le monde, sauf que là, actuellement, il y a des essais avec l'INRAE et d'autres personnes qui suivent avec moi des espèces, des insectes et des reptiles. Donc il ne faut pas non plus que tout le monde aille sur cette zone humide, que ça ressemble un peu, entre guillemets, à des Champs-Élysées. Il faut que ce soit bien cadré. D'ailleurs, pour la taille et l'entretien, on va avoir des tailles avec les services techniques. On va faire une taille une année, une deuxième taille l'autre année, et ça ne va pas être fait n'importe comment. Donc là, vous pouvez être rassuré au niveau de la biodiversité sur la commune de Gerd. Par rapport à ta question, Maxime, on y travaille encore et on y travaillera encore de plus en plus. Il faut être rassuré là-dessus. Moi, c'est pas une crainte, c'est juste que Ouais, non, mais par rapport à si la question. le site ne doit pas être trop fréquenté, c'est bien d'avoir d'autres zones de décharge Oui. pour aussi pouvoir éventuellement l'interdire et de se dire à telle période la fréquentation est limitée ou Ouais. strictement interdite, et d'avoir des zones autres sur lesquelles on peut quand même découvrir des éléments de biodiversité. Et ça pose question quand c'est en plein centre-ville, il y a déjà les accès communaux qui sont présents. Voilà, c'était une remarque. Je trouve ça un peu dommage de se dire de perdre du terrain vert qui est en plein centre-ville, autour de milieux construits, où les accès sont déjà tous faits. C'est vrai que c'est très bien les lagunes. Parce que cette La route est un peu dangereuse et pour l'instant, il n'y a pas l'accessibilité pour les enfants, elle n'est pas si aisée que ça. Il y a quand même. Non, mais là, il a été créé une aire terrestre éducative. C'est l'école Schoelcher qui va venir de temps en temps avec les élèves. On contacteront, on fera des visites ensemble. Mais ça vient d'être mis en place. On a fait les semis d'herbe au printemps de l'année dernière. Là, voilà, c'est quand même tout récent. Et donc, on est en plein dans cette dynamique-là. Faut pas que- Ça peut être deux projets différents. Oui, oui, mais Vas-y, vas-y. Donc, si je peux compléter aussi l'intervention du maire, c'est que dans les logiques d'acquisition foncière, on n'est pas dans les logiques d'acquisition du bâti. Alors, ça pourrait arriver sur des cas spécifiques. Il y a une réflexion en cours dans le périmètre du centre technique. Pour des raisons aussi budgétaires, parce qu'aujourd'hui, on a des enveloppes budgétaires. Je crois qu'on avait provisionné sur le budget de 200 000 euros pour l'ensemble des acquisitions foncières. Et comme disait monsieur le maire, on est dans une logique d'habitat et éventuellement aussi d'acquisition foncière en cas de besoin pour des équipements publics, comme on a pu faire dernièrement pour les aménagements autour du complexe sportif. Donc voilà la politique qu'on met en œuvre actuellement. Maintenant, rien n'empêche qu'on en parle dans les prochaines commissions. Oui, Aucun souci par rapport à ça. Pourquoi il n'était pas forcément question d'acquérir la maison? Après, le vendeur, s'il vend le bloc, il vend l'ensemble. On est quand même dans la liberté. Vous savez que les gens, il y a le droit de la propriété, il y a le droit de tout ça. On n'est pas en Corée du Nord. Donc, voilà. Et je vous rappelle une chose, peut-être que vous n'avez pas forcément. C'est lorsqu'on veut faire de la préemption, il faut qu'on ait un projet derrière. On ne prête pas des biens, y compris à ce moment-là, des bâtis. Il faut qu'il y ait un projet derrière. La collectivité, il y a du droit, il y a du droit de la propriété, etc. On a un pays de liberté. Non, mais voilà. L'acquisition de terrain pour faire du stade, il va être perméabilisé. C'est-à-dire qu'on. Je sais plus, voilà, j'ai dit ce que j'avais à l'ensemble du concept. Et du coup, comment ça se passe s'il y a des délibérations sur lesquelles on revote ligne par ligne? Ou c'est l'intégralité? C'est pas des délibérations. Non, ça, c'est pas ça. C'est des délégations maires. C'est des délégations maires. Ça ne fait pas l'objet de délibération. Oui, c'est l'information. D'accord. Ah oui, donc on n'a pas. Non, mais après, de toute façon, dans le cas des commissions par la suite, des sujets pourront éventuellement aborder sans problème. Parce que là, comme je vous le dis, c'est une DIA qui a été prise à la fin du mandat précédent. Donc là, on redémarre un nouveau mandat. Bon. Alors, on va passer au projet de délibération. Alors, premier projet de délibération que vous avez, c'est l'adoption, comme on le fait au début de chaque mandat, du règlement intérieur du conseil municipal. Donc, vous avez eu un annexe
Le document. Alors, ce document, c'est un document synthétique hein, et qui reprend des modèles de règlement qui sont appliqués dans plusieurs collectivités. Hein, donc, voilà, pas créé spécialement pour guerre. C'est un document tout à fait applicable dans différentes collectivités. Donc, vous l'avez sur l'écran, mais vous l'avez aussi sur papier. Donc, vous l'avez vu, il s'articule sous la forme de différents chapitres. Hein. Donc, dispositions obligatoires du règlement intérieur, réunion du conseil municipal, commission et comité consultatif, tenue des séances, débat et vote des délibérations, information du public et dispositions diverses. Donc, c'est un document qui doit nous permettre de réglementer un petit peu le mode de fonctionnement du conseil durant le mandat 2026-2032. Donc, ce règlement suscite des remarques qui peuvent faire l'objet de discussions s'il le faut. Oui. Il y a plusieurs remarques sur plusieurs articles. On les passe toutes en revue maintenant ou on prévoit d'avoir Oui, on y va. Non, mais une par une, article par article. Ils sont classés par article. On va les voir comme ça. Sur l'article 1, donc le dernier paragraphe de l'article 1. Dans tous les cas, ces dossiers sont tenus en séance de la discussion des membres de l'Assemblée. Toute question de demande d'information complémentaire ou intervention d'un membre du conseil municipal auprès de l'administration communale devrait se faire sous couvert du maire ou d'un des adjoints en charge du dossier. Et du coup, ma question porte sur est-ce que les conditions sont les mêmes pour les élus de la majorité et de la minorité? Alors, nulle part, je vois mention de minorité, moi, dans cet article, le paragraphe que vous citez, on parle d'un membre du conseil municipal. Donc, à première vue, c'est tous les membres du conseil municipal. Donc, c'est la même règle pour tout le monde. Oui. Non, c'est juste pour. Ouais, sinon, on aurait mis un membre du conseil municipal de la minorité, si on voulait préciser ça. C'est pour savoir qui c'était. Je continue. Sur l'article 2, sur la première partie, je vais toujours dire à chaque fois. Sur le premier paragraphe, et est-ce que je trouvais ça un peu bizarre, c'est que toutes les questions orales portent sur des sujets d'intérêt communal ne donnent lieu à aucun débat, ni vote, sauf demande de la majorité au conseil municipal. Alors, je veux savoir quelle était la définition d'un sujet d'intérêt communal. Et ça pose la question de la commune participative. Oui. Alors, voilà, quel est le cadre qui définit un sujet d'intérêt communal Sujet d'intérêt communal, c'est la question que vous avez posée tout à l'heure sur la DIA. Vous avez parlé de cette DIA prise pour un terrain communal. Donc, vous avez posé la question, on a répondu directement à votre question. Et là, c'est quand on précise un débat, on ne va pas évoquer des sujets, je ne sais pas, moi, je dis au hasard, sur le financement des retraites ou autre chose qui n'a pas directement un rapport avec le fonctionnement de la commune. Voilà, donc on doit rester sur des sujets vraiment intéressants de près la commune. Et donc ce sont des questions, alors ces questions-là, donc du coup, quand vous avez posé des questions tout à l'heure sur la DIA, vous étiez tout à fait dans le respect de l'article 2, puisque vous avez posé une question sur une DIA qui concernait la commune. Dans ce cas, il n'y aura jamais de remise en cause de ces décisions. Pas de vote. Ça dépend si par rapport à ça, si on est sur les questions diverses qui sont à la fin, donc là vous en avez posé plusieurs, elles seront traitées à la fin du conseil, là ça ne va pas donner lieu à un vote, les questions diverses. Vous énoncez quelque chose, on en prend acte, on apporte une réponse et on peut vous apporter une réponse immédiatement, et par la suite, ça pourra être approfondi dans une prochaine séance, soit du conseil, soit d'une commission. Mais là ici, quand vous parlez de questions orales, vous posez une question orale sur une des délibérations qui a été présentée. Et forcément, la délibération après va appeler un vote de la part du conseil municipal. La question suivante était de savoir si du coup, toutes les questions orales font partie du temps de séance et sont bien enregistrées au PV. Oui. Ça, encore d'autres.
sur l'article 8. Les conseillers municipaux peuvent consulter des dossiers uniquement au maire, en mairie, en mairie, et aux heures d'ouverture durant les 5 jours précédant la séance, sur rendez-vous avec le DGS, le maire et les adjoints. Donc là, on est bien, ça concerne tous les conseillers. Donc, c'est toujours valable. Voilà, tous les conseillers municipaux, tous. Du coup, il y a eu, je trouvais, c'est bien, il faut des règles, mais du coup, ça pose la question de l'égalité des différents membres du conseil sur la possibilité d'avoir accès aux données. Est-ce que tous les adjoints et les conseillers délégués ont plus large amplitude horaire sur l'accès aux documents? De quels documents, en fait? Je ne sais pas, c'est les documents, tous les dossiers qui concernent. Le conseil municipal, Ouais. délibération, etc. Ouais. Si on veut les approfondir, des fois, s'il y a des. Si on veut pouvoir aller plus loin sur une chaîne de décision. Après, vous avez la possibilité de vous rapprocher de l'adjoint en charge de la thématique. Après, vous pouvez comprendre qu'on ne peut pas les uns et les autres aller au contact de l'administration, Oui. parce qu'ils ont aussi leur organisation. Donc nous-mêmes, lorsqu'on a besoin de précision sur des dossiers, il y a des rendez-vous, c'est structuré, quoi. On ne va pas comme ça, quoi. Donc voilà. Et bien évidemment, les adjoints sont à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information lorsque vous en avez besoin. D'accord? Oui, puis il y a les commissions aussi qui permettent Oui, de je pense qu'il y a ça qui va éclaircir aussi pas mal de questionnements sur le fonctionnement interne. On a hâte que ça commence. Ah oui, c'est l'objectif du conseil d'aujourd'hui. Et je montre l'article 22, ma question est portée sur la demande éventuelle de vote à bulletin secret. Quel est le protocole? Alors, dans quel cas de figure un vote à bulletin secret? Est-ce que pour n'importe quelle délibération, quel est le protocole en fait, pour demander à ce qu'une délibération soit mise à vote? Jusqu'à maintenant, donc moi j'en suis au 4e mandat. Les 2 premiers mandats, on a fonctionné comme ça, les élus de la minorité. On a toujours voté comme ça à main levée. On n'a pas eu besoin de faire un vote à bulletin secret. Non, ce n'est pas une question forcément sur le besoin, c'est qu'il y a une autre. Il faut faire une demande. Oui, Si quelqu'un demande. oui, on va voter. Oui. Si quelqu'un demande qu'il y ait un bulletin secret. Oui. Ça doit être un bulletin secret. Si c'est pas écrit pour la règle est toujours. Oui. Si on est d'accord que si une demande suffit à procurer un vote secret. Oui, mais on ne va pas le faire pour toutes les délibérations non plus. Non, c'était pas. Ah oui, non, mais voilà. Je vais faire le dire. Le municipal durera longtemps. Oui, là, on l'a vu au conseil communautaire. Oui, on l'a vu au conseil communautaire. C'est bien que c'est obligatoire que ça demande, mais. Après, votre interrogation était sûrement parce que ce n'est pas écrit dans le règlement. Oui, voilà, c'est ça. Ça, oui. Ah oui, ça, d'accord. Soulevé aussi. Est-ce qu'il faut la rajouter? Oui. Non, c'est marqué en Par principe, Ouais. le fait par exception à bulletin secret. Oui. Oui, mais les principes. Là, on va le rajouter. On rajoute. Voilà. Donc, Anaël va le rajouter dans l'article 22. Étant cogné sur l'article 22 aussi, on avait juste laissé compte administratif, Anaël. Donc, on va mettre compte financier unique 2 fois là. Il y a compte administratif une première fois et compte administratif derrière. C'est pour le débat d'orientation budgétaire, puisque cette année, c'est la première année qu'on va présenter le compte financier unique. Une dernière remarque, j'arrête. Non, mais allez-y. Sur l'article 26, sur le local d'exposition, le local d'exposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à un accueil de réunions publiques. Alors, de quel local s'agit-il? Et qu'est-ce qui se passe si, sur le site internet, c'est très bien, chaque élu peut être contacté de manière individuelle via une boîte mail. Qu'est-ce qui se passe si on est concerné par une demande
dans quel cadre, dans quelle mesure on peut accueillir la personne qui nous fait une demande, éventuellement, au sein de la mairie. Alors pour nous, alors vous allez avoir, on a réorganisé le bureau. Donc le bureau qu'on va laisser, va vous laisser, c'est celui qui est juste derrière là, à côté de la police municipale. Et les adjoints, puisque c'était une de vos interrogations, je crois, vont être juste à côté de mon bureau. Là-bas, c'est un local où auparavant on avait l'ancienne directrice des générale des services qui avait son bureau là-bas. Et les adjoints vont assurer leur permanence là-bas. Et par rapport à votre question sur les permanences, la règle qu'on va appliquer, c'est que seuls les élus qui ont une délégation de fonction peuvent assurer une permanence auprès du public. Le local qui vous est attribué, il est prévu pour que vous puissiez travailler sur place, consulter les dossiers, organiser vos réunions entre vous, mais pas pour accueillir du public. D'accord. C'est une règle qu'on avait appliquée sur les mandats précédents et moi, je trouve qu'elle est tout à fait normale. Les élus municipaux, C'est là pour tout le monde. voilà, oui, oui. Donc seuls le maire ou les adjoints ou les conseillers délégués vont pouvoir accueillir comme ça, ils sont responsables d'une délégation précise. Ils pourront accueillir comme ça un public qui aura un Guérois qui voudra avoir un complément d'information. Et du coup, la salle qui est mise à disposition, c'est pour tout le monde. Oui, ça pourra être, oui, oui, bien sûr. Si elle est libre à ce moment-là, vous pourriez y aller. Bien sûr. Alors, ouais, alors C'est en libre. fonction des permanences. Oui, Parce qu'il y a les. si elle est libre. Oui, Oui, parce que les adjoints ont des permanences. Oui, voilà, c'est bien ça. sûr. Ce sera une salle de travail. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est pas 10 personnes, donc il y a Hmm. 4 personnes. Ouais. Et toi, comme tu le sais, tu vas assurer aussi des permanences directement à la salle Saint-Raoul. À Saint-Raoul, moi. À Saint-Raoul. Je n'irai pas là. Voilà. Enfin, au sud. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour de la question là pour le règlement intérieur? Donc, hormis les remarques qu'on a faites, qui ont été intégrées dans le nouveau règlement qui sera édité et qui sera fourni dans le cas du PV, alors, je vais soumettre aux voix. Est-ce que tout le monde est qui est pour l'adoption du règlement intérieur tel qu'il a été présenté? Alors, moi, j'avais deux. C'est bon? Donc, pas d'abstention, pas de vote contre. Bon, très bien. Merci. Alors, on va passer justement aux délibérations qui concernent la composition des différentes commissions et également, alors, je me mets devant les yeux. Voilà. Alors, d'abord, la composition du centre communal d'action sociale. Il faudra enlever le E. Et un jour, il faudra enlever Anthony. Ah non, ça c'est autre On chose. a mis le plus grand là-bas. Excusez-moi. Prochaine fois, on va mettre. Je suis pas bien celui-là. Alors, Pas Christophe. Je te taquine. Alors, donc, il vous est précisé dans la délibération que le nombre des membres du conseil d'administration ne pouvait être supérieur à 16 et ne pouvait être inférieur à 8. Donc, auparavant, dans le mandat précédent, il y en avait 6. Donc, c'est un nombre qui doublait, puisque le nombre de membres, on vous dit bien qu'il est pair. Et vous avez la moitié qu'on va désigner ce soir, qui vont siéger au CCAS. Et l'autre moitié qui représente un peu la société civile, qui sont des membres d'associations, comme on vous le précise, qui vont être nommés par arrêté du maire dans un deuxième temps pour compléter le CCAS. Donc, il va être constitué de 16 personnes en tout, 8 élus, dont le maire, et 8 personnes qui viennent de la société civile. Donc, l'objectif ce soir, c'est de pouvoir fixer à 7, donc le nombre des membres du CCAS, et de nommer ces membres élus et de le soumettre, bien sûr, à l'approbation de l'Assemblée délibérante. Alors, dans le cas du CCAS, donc hormis moi-même, Paul Rodriguez, donc, on proposait au niveau de la majorité Michael Piel, Virginie Briquet, Nicole Thierry, Emmanuel Gilles, Brigitte Join, Marie-Laure Coupez, et on vous a proposé une place
Non, non, vous l'avez pas eu? Ah. On n'a pas eu de demande. Ah, bon, désolé. Voilà, donc je comptais vous faire envoyer la demande, mais voilà, vous avez une place si vous voulez dans le CCAS, si vous voulez siéger. Ok? D'accord. Donc, Madame Plumier. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ces 8 élus, dont moi-même? Donc, je propose de soumettre à l'approbation de l'Assemblée. Donc, qui est pour, déjà, vous voyez, dans la délibération fixée à 8 élus, donc le nombre d'élus qui vont siéger au CCAS. Donc, il y aura 8 autres membres du CCAS. Et de valider les 8 noms qu'on vient de dénoncer. Donc, qui est pour? Voilà. Très bien. Pas d'abstention, pas de vote contre. Alors, délibération 3. Élection des membres de la commission d'appel d'offres. Alors, dans cette délibération, donc il vous est rappelé que cette commission est amenée à se réunir pour l'attribution des marchés publics, donc dans le cadre de procédures fixées par le Code des marchés publics. Donc, elle est composée du maire ou de son représentant et de 5 membres élus au sein du conseil municipal. Donc, l'objectif, c'est aujourd'hui, c'est de procéder à l'élection de 5 membres titulaires, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle plus fort reste, et de procéder à l'élection de 5 suppléants. Donc, je vais commencer par les titulaires. Donc, on vous a laissé une place aussi pour vous, si vous voulez siéger, bien sûr. Oui, mais on n'a reçu aucune. Non, mais on vous le propose directement. Oui. Donc, dans la commission d'appel d'offres, Pascal Renimel, Mathieu André, Vincent Coé, Yvette Toussaint, pour les titulaires. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a envie d'y aller? Oui. Donc, Maxime Quesnel, pour les 5 titulaires. Et pour les suppléants, on propose Caroline Herbert, Brigitte Jouan, Claude Sarrazin, Michael Piel. Et là aussi, on vous propose une place si vous voulez. Sinon, voilà. Suppléant. D'accord, suppléant. Donc, M. Jean-Paul Le Gouy. Alors, donc, ce qui veut dire que dans la commission d'appel d'offres, on a, là, on vous propose d'adopter cette délibération. Il y a les 5 membres titulaires qui ont été cités, les 5 membres suppléants cités. Donc, qui est pour cette délibération? Pas d'abstention, pas de vote contre. Effectivement, vous avez eu une communication par rapport aux commissions en interne, on va dire, mais vous n'avez pas eu effectivement cette information pour vous prépositionner sur ces commissions-là. Oui, c'est juste ça. Ouais. Voilà. Donc, désolé pour. Ouais. Oui, On va essayer de répondre. Oui, justement. Oui, c'est pour ça. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Désolé. Alors, pour la délibération 4, désignation des représentants au syndicat Morbihan Énergie. Donc là, il nous faut désigner 2 délégués titulaires membres du conseil municipal auprès du syndicat départemental d'énergie Morbihan Énergie. Et là, monsieur le maire propose à l'Assemblée de désigner donc 2 délégués de l'équipe de la majorité, donc à savoir Claude Sarrazin et Mathieu André. Donc il n'y en a que 2 là. On s'est renseigné du coup par rapport à l'activité de Claude. Il faudrait qu'ils soient en session depuis 5 ans pour pouvoir siéger. Encore retraité. Comme il n'est pas encore. C'est pareil pour d'autres structures. Donc, on va présenter Claude. Donc, qui veut remplacer Claude? Si tout le monde est d'accord. Alors, c'est un peu, on avait expliqué la dernière fois, c'est un peu différent par rapport à hier soir. C'est que le PCI, par exemple, désignait un élu qui siégeait directement au comité syndical de l'énergie. Au niveau des communes, chacun désigne 2.
Ça se regroupe sur un territoire qu'on appelle un collège. Donc, chaque commune envoie 2 personnes. C'est un groupement de collège au niveau de la commune, territoire communautaire, un peu de 80 personnes, etc. Bref. Et ces gens-là vont se réunir et vont nommer 7 d'entre eux qui, eux, iront siéger au comité syndical. C'est 2 types de nomination, de représentation différentes. Voilà, pour précision. Ok. Donc là, on vous propose de choisir Mathieu André et Vincent Coé pour représenter la commune, le syndicat Morbihan Énergie. Qui est pour? Abstention? Contre? Merci beaucoup. Donc, on a toute une série de désignations aujourd'hui. Donc, on a la délibération 5, désignation de représentants au conseil d'administration du lycée Brocéliande. Donc là, il y a une petite rectification pour la délibération 5 et 6. Donc, habituellement, au début du mandat précédent, on était amené à désigner 3 membres titulaires et 3 membres suppléants, à la fois pour le lycée Brocéliande et le collège Brocéliande. Et on a eu communication plus récemment de la modification du nombre de représentants. Donc finalement, dans les 2 délibérations, on ne va désigner que 2 titulaires et 2 suppléants, à la fois pour le lycée Brocéliande et le collège Brocéliande. Et pour le lycée Brocéliande, il nous faut à chaque fois un élu communautaire et un élu municipal. Donc là, d'abord pour le lycée Brocéliande, on proposait de retenir comme titulaire pour représenter la commune de Rossia, René Carletto et Yvette Toussaint, et comme suppléant, Cassandre Métayer et Mathieu Joly. Non, Mathieu Joly. Mathieu Joly. C'était une confusion entre les 2 Mathieu. Voilà. C'est Mathieu et 2 T. Mathieu Joly. C'est pareil pour la délibération suivante. Donc je répète, titulaire René Carletto, Yvette Toussaint, et suppléant Cassandre Métayer, Mathieu Joly. Il y a des remarques? Pas de remarques? Ok, donc je le mets aux voix. Qui est pour cette délibération et ces 2 titulaires et ces 2 suppléants? Qui s'abstient et qui vote contre? Merci. Alors pour siéger au conseil d'administration du collège Brocéliande, donc là aussi 2 titulaires pour la commune et 2 suppléants. Donc là, il vous est proposé de retenir René Carletto et Mathieu Joly, cette fois-ci comme titulaire, et comme suppléant, Cassandre Métayer et Yvette Toussaint. Des remarques? Pas de remarques? Donc je soumets aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Pas de vote contre. Merci beaucoup. Délibération 7. Donc on aura une petite série encore. Désignation des représentants de la commune de Guer à l'EHPAD de Guer. Donc le maire, il est président de droit du conseil d'administration de l'EHPAD. Donc j'y siège directement. Et il convient de désigner 2 autres membres qui vont siéger au sein de ce conseil. Donc là, il vous est proposé de désigner 2 membres titulaires. Donc là, nous vous proposons Nicole Pierry, qui a la compétence, de la délégation sur les affaires sociales, et Mickaël Pienne. Pas de remarques? C'est bon. Je remets aux voix. Qui est pour? Abstention? Vote contre? Merci. Alors, mission locale de Ploërmel. Donc, la mission locale du Pays de Ploërmel, Cœur de Bretagne, c'est une association au sein de laquelle siègent les différentes communes. Donc, au niveau de Guer, comme on est une commune de plus de 5000 habitants, on est appelé à désigner 4 délégués élus relais, dont je fais partie.
Donc, comme on a droit à 4 délégués, il nous faut aujourd'hui désigner 3 délégués élus relais. Donc là, on vous propose une place, hein, si vous voulez y siéger aussi, pour la mission locale de Pleurmel. Donc, on proposait en titulaire Emmanuel Gilles, Jean-Yves Blandin. Et donc, si vous voulez y siéger. On a un petit problème, c'est qu'on a une absente et que Ah oui. C'était on pas va grave, pouvoir mais lui il y a proposer des que- s'absenter pour raison personnelle. voilà. Et donc, vous avez le temps de réfléchir Ah, à vous- ça. En sachant que Est-ce que vous pouvez nous donner un délai de réflexion? Ouais, justement, on est en train de- Par rapport à la délibération. Oui. Ouais. Oui, oui. Mais là, oui. Je demande qu'ils acceptent une place. Est-ce que c'est possible qu'ils acceptent et puis après on met le Sinon, nom? vous mettez On va donner le nom de Madame Ritlin. Si Oui, on oui. n'est pas d'accord, on fera une autre délibération. C'est plus simple comme ça. Voilà. D'accord, ça vous va? Comme ça Ok. Donc, pour la mission locale de Pleurmel, donc, on propose Emmanuel Gilles, Jean-Yves Blandin et Madame Sandra Ritlin. C'est bon pour tout le monde? Alors, qui est pour? Abstention? Vote contre? Merci. Alors, nous arrivons maintenant à la désignation des élus au comité social territorial commun de la ville et du CCAS. Donc, on propose de désigner aujourd'hui 4 membres titulaires et 4 membres suppléants. Donc là, on vous propose, pour les 4 membres titulaires, Michael Piel, Yvette Toussaint, Ursula Auger, Nicole Pierry. Et pour les 4 suppléants, Marie-Laure Coupez, Frédéric Levasseur, Claude Sarrazin et Cassandre Métayer. Est-ce qu'il y a des remarques éventuelles? Alors, il y a beaucoup de représentations, hein, comme ça. Pas de remarques? Alors, je me suis mis au voix. Qui est pour? Abstention? Vote contre? Ok, merci. Alors, ensuite, nous avons les différentes commissions. Alors là, c'est plus simple, hein, je vais juste énoncer les noms. Donc, vous savez que pour nous avons décidé de mettre en place 5 commissions. Donc, vous avez dans les délibérations 10, 11, 12, 13, 14, c'est plus tard. C'est dans la 15. Je vais prendre à l'ordre. Donc, délibération 10, commission finance, gestion prospective. Alors, on l'a vu tout à l'heure dans le règlement intérieur, même si on ne l'a pas évoqué, hein, on a décidé de proposer 16 membres maximum pour chacune des 5 commissions. Donc, c'est ce nombre, on l'atteint pour la commission travaux, notamment, mais pour les autres, on a moins de personnes, moins d'élus. Et là, pour cette commission, alors je cite les noms, hein, comme ça vous me dites s'il y a un souci. Puisque là, on avait bien envoyé cette fois-ci le fichier. Hein, voilà. Et donc là, vous avez pu mettre les noms. Voilà. Donc, finance, gestion et prospective. Donc, Paul Rodriguez, Pascal Renimel, Marie-Laure Coupez, Ursula Auger, Anthony Gernot, Yvette Toussaint, Michael Piel, Mathieu André, Nicole Pierry, Nathalie Gru, Vincent Coé, Claude Sarrazin, Jean-Paul Le Bouic et Maxime Kellen. Ah, je n'ai pas eu la dernière version. Excusez-moi. Je vais prendre la dernière version. Je relis. Alors, voilà, Christophe, voilà, c'est ça. Donc, Paul Rodriguez, Pascal Renimel, Marie-Laure Coupez, Ursula Auger, Anthony Gernot, Yvette Toussaint, Michael Piel, Mathieu André, Nicole Pierry, Nathalie Gru, Vincent Coé, Claude Sarrazin, Christophe Poirier, Jean-Paul Le Bouic et Maxime Kellen. Voilà. OK? Donc, je vous propose, je veux dire, c'est mon fichier, c'est pas le tout dernier. Je vous propose de soumettre cette composition pour la commission numéro 1, je pense, aux voix. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Pas de vote contre.
Ensuite, commission suivante, délibération 11, commission urbanisme, travaux, environnement, sécurité. Donc là, on a 16 membres. Pascal Renimel, Vincent Coé, Christophe Poirier, Jean-Yves Blandin, Paul Rodriguez, David Coléo, Yvette Toussaint, Noémie Hervaux, Virginie Briquet, Mathieu Joly, Frédéric Levasseur, Caroline Herbert, Michael Piel, Anthony Gernot, Jean-Paul Le Goïc et Maxime Quesnel. C'est bon. Donc je soumets aux voix. Bon, normalement, là, logiquement, il n'y a pas de souci. Pas d'abstention, pas de vote contre. Ok, merci. Délibération 12. Alors, hormis le titre modifié par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc dans le titre de la délibération, il faudra bien noter démocratie participative. Et dans le contenu de la délibération, il faudra bien mettre aussi démocratie participative. Donc, dans cette commission, donc communication, démocratie participative, culture, patrimoine, nous avons donc Michael Piel, Nicole Pierry, Jean-Claude Oran, Ursula Auger, David Coléo, René Carletto, Frédéric Levasseur, Emmanuel Gilles, Caroline Herbert, Cassandre Métayer, Sandra Rittling et Julie Plumier. C'est bon? C'est tout le monde. Donc ça veut dire que là, on a 12 membres dans cette commission. Alors, je soumets aux voix à nouveau qui est pour. Abstention. Vote contre. Merci. Délibération 13. Sport, affaires scolaires. Donc là, 13 membres. Yvette Toussaint, Jean-Claude Oran, Noémie Hervaux, Mathieu André, Brigitte Jouin, René Carletto, Mathieu Joly, Jean-Yves Blandin, Cassandre Métayer, Claude Sarrazin, Anthony Gernot, Sandra Rittling et Maxime Quesnel. C'est bien conforme, pas de souci. Donc je soumets aux voix à nouveau, qui est pour. Pas d'abstention, pas de vote contre. Alors, Juste pour oui. Oui. Par rapport à mon nom, est-ce qu'on pouvait mettre l'accent? Il n'y a pas de R. Oui, oui, je sais, oui. Oui, je sais. On le rectifiera. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Et enfin, donc, dernière délibération pour les commissions. Donc, commission solidarité et affaires sociales. Donc là, il y a 10 membres dans cette commission. Donc, Nicole Pierry, Emmanuel Gilles, Marie-Laure Coupez, René Carletto, Brigitte Jouan, Nathalie Gru, Frédéric Levasseur, Virginie Briquet, Sandra Rittling et Julie Plumier. C'est bon? Pas de remarques? Qui est pour? Qui s'abstient? Pas de vote contre? Merci. Alors, délibération 15. Donc là, on est sur la commission, la mise en place de la commission communale d'accessibilité. Donc on vous donne l'objectif de cette commission. Elle dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toute proposition utile de nature à améliorer l'existant. La commission organise un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées. Si une commission est créée à l'échelle intercommunale, ce qui n'est pas le cas, première vue, donc les deux commissions veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences. Alors, là, on vous propose de fixer à 11 le nombre des membres de la commission pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Le maire, président de droit, donc il nous faut désigner 4 membres élus titulaires et 6 membres d'associations. Alors, je précise bien que les membres d'associations, on a sollicité des représentants d'associations du territoire et qui nous ont fait des propositions. Alors, et on sera amené, dans un deuxième temps, à désigner ces membres de la société civile, représentants de l'association, qui vont siéger au sein de la commission d'accessibilité. L'objectif ce soir, c'est de bien fixer à 11 le nombre des membres. Donc, en dehors du maire, ça fait 10 personnes, donc 4 membres élus titulaires et 6 membres d'association. Donc là, il vous est proposé
Donc là aussi, Christophe Poirier, Nicole Pierry, Anthony Gernaud, et on peut baisser éventuellement si ça. On fait comme tout à l'heure. Ouais. Sandra Rickling. C'est un peu son travail. Ok. Sandra Rickling. Voilà. Pour les 4 membres élus qui vont siéger à la commission d'accessibilité. Ok. Donc je soumets au vote. Donc qui est pour? Pas d'abstention. Pas de vote contre. Merci. Délibération 16. Alors, désignation du représentant CNAS. Alors, la ville adhère au CNAS, donc organisme de portée nationale qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles. Donc, on propose aux bénéficiaires un très large éventail de prestations, des aides, des prêts sociaux, vacances, loisirs, culture. Et chaque année, ces prestations peuvent évoluer pour mieux répondre aux besoins, notamment des bénéficiaires. Le rôle du délégué local est de siéger à l'Assemblée départementale du CNAS et de représenter le CNAS au sein de la commune de Guerre pour nous et d'en faire la promotion. Donc, dans l'objet de cette délibération, c'est de désigner comme membre de l'organe délibérant en qualité de délégué élu pour représenter la commune auprès du CNAS, Madame Nicole Piel, première adjointe au maire, et d'autoriser le maire à désigner un membre du personnel bénéficiaire en qualité de délégué agent et qui va représenter la commune auprès du CNAS au sein du service ressources humaines. Donc voilà, au niveau de cette délibération, pas de remarques. Donc je la soumets aux voix. Qui est pour? Abstention. Pas de vote contre. Merci. Alors, la délibération 17. Donc, la délibération, c'était la délibération qui était adoptée lors du mandat précédent. Donc, il consistait à désigner des représentants de la commune à la commission locale d'évaluation des charges transférées, ce qu'on appelle la CLECT. Donc, c'est une commission importante, puisque c'est à chaque fois qu'il y a un transfert de compétences, c'est cette commission qui étudie les modalités de calcul, qui les valide du moins les modalités de calcul, et ça entraîne une modification de ce qu'on appelle l'attribution de compensation. On reviendra par la suite. Auparavant, la CLECT était composée de 39 membres, et auparavant, on avait 3 élus guérois qui siégeaient. Alors, des élus guérois communautaires qui siégeaient à la CLECT. Donc, hier soir, il y a eu le conseil communautaire de l'OBC, le 9 avril, qui a changé un petit peu la règle du jeu dans le cadre de ce mandat. Donc, ils ont réduit le nombre de membres de la CLECT à 26. Donc, il y a un membre titulaire par commune de l'OBC et un suppléant. Donc, vous voyez, du coup, on est obligé, par rapport à l'actualité, de modifier le contenu de la délibération. Et donc, voilà pourquoi on vous propose ici de désigner un membre titulaire et un membre suppléant qui vont représenter la commune de Guerre à la CLECT de l'OBC. Donc, on vous propose comme membre titulaire moi-même pour l'ordre Guess et comme suppléant Vincent Coué. Pas de remarques particulières. Donc, on est obligé d'adapter par rapport au conseil communautaire d'hier soir. Voilà, on vous propose cette délibération au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Pas de vote contre. Merci beaucoup. Alors, oui, vas-y. Et cette modification, donc, ça a été vu pour la CLECT, mais on a aussi réfléchi et on a modifié le règlement intérieur de la communauté de communes pour la représentation dans les commissions communautaires. Alors, au niveau d'OBC, c'est assez spécifique, c'est pas toujours comme ça. L'idée était toujours que ce soit des élus communaux qui représentent, qui intègrent les commissions. C'est pas le cas partout, des fois c'est uniquement des élus communautaires. Donc là, on est aussi passé sur la règle de 1+1, on va dire, un titulaire, un suppléant par commune. Par contre, on s'est interrogé aussi pour rééquilibrer par rapport aux élus communautaires. Donc le choix a été fait de dire que si un élu communautaire n'est pas nommé par sa commune, il pourra quand même siéger dans une des 9 commissions. Donc, on pensait évidemment à l'ensemble des communautaires, mais on pensait aussi que c'était une discussion en bureau communautaire, on a été unanime là-dessus,
aux minorités, parce qu'il y a des minorités qui apparaissent qui n'existaient pas forcément sur les autres mandats. Je pense à ici, mais je pense à Malétroit aussi. Donc ça permet aussi à des élus des minorités qui ne seraient pas nommés par les communes de pouvoir siéger, s'ils sont élus communautaires, quand même dans une commission communautaire. Donc me paraissait logique par rapport à la représentation et aux résultats électoraux. Très bien. Merci. Alors, on va poursuivre les délibérations. Je vais laisser la parole à Michael Piel pour la délibération numéro 18. Alors, budget et droit à la formation des élus locaux. Donc, en fait, les élus locaux ont deux possibilités de formation. Il y a le DIF, le droit individuel à la formation, et puis il y a les formations qui sont portées par la collectivité où il y a un budget. Voilà, déjà en préalable. Donc, le DIF. Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation qui est comptabilisé en euros. Donc, c'est 400 € par an. Cumulable sur toute l'année du mandat dans la limite d'un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de 3 ans, qui est financé par une cotisation obligatoire et dont le taux ne peut être inférieur à 1%. Et c'est prélevé sur les indemnités perçues par les membres du conseil municipal. La mise en œuvre du DIF relève de l'initiative de chaque élu, donc c'est vraiment quelque chose de personnel. Et donc, les formations peuvent concerner des formations qui n'ont aucun lien avec le mandat d'élu, parce que ça peut permettre aussi de préparer une reconversion lorsqu'on est presque en fin de mandat. Par ailleurs, donc ça c'est le deuxième point, considérant par ailleurs que le droit à la formation des membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation de 24 jours au total sur la durée du mandat. Et quel que soit le nombre de mandats qu'ils détiennent. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs mandats, vous n'avez le droit qu'à 28 jours. Considérant que les frais de formation incluant les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement et constituent une dépense obligatoire de la commune dès lors que l'organisme dispensateur est agréé par le ministère de l'Intérieur. Donc les pertes de revenus subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation sont remboursées par la commune dans la limite de 21 jours par élu et pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. Voilà. Donc le montant prévisionnel des dépenses de formation des élus ne peut être inférieur à 2%. Du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal. Voilà, donc Monsieur le maire propose d'inscrire au budget principal une enveloppe annuelle dédiée à la formation des élus municipaux égale à 2,27% du montant total des indemnités de fonction pouvant être allouées aux membres du conseil municipal. Précise que les formations relatives à l'exercice du mandat doivent être dispensées par un organisme agréé par le ministère de l'Intérieur et que la prise en charge de la formation des élus sera subordonnée à une demande préalable de remboursement précisant l'objet de la formation et l'adéquation avec les fonctions électives exercées pour le compte de la collectivité ainsi qu'à la fourniture d'un état des justificatifs de dépenses. Là, vous avez bien compris, on n'est pas sur le DIF, on est sur la deuxième partie. D'accord ? Précise que les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'auront pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits seront affectés en totalité au budget de l'exercice suivant sans pouvoir être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle interviendra le renouvellement de l'assemblée délibérante. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Pas de questions, donc je vais soumettre une voix. Donc, qui est d'accord pour valider cette délibération, donc avec l'enveloppe, donc elle est définie. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vais le faire dans l'autre sens aussi. Faut tester. Alors, ma voix vous a manqué, donc je reviens pour la délibération suivante. Alors, l'adoption du règlement budgétaire et financier. C'est toujours une partie technique qu'on est amené à traiter au début d'un mandat. Donc, il faut, dans le règlement budgétaire et financier que vous avez regardé de près,
Vous savez que la commune de Guerre est régie par une nomenclature comptable, la M57, depuis le 1er janvier 2024. Donc on a tout un ensemble de règles budgétaires et comptables qu'il nous faut respecter pour préparer, exécuter le budget, assurer une gestion pluriannuelle des crédits, assurer l'information des élus. Et dans la délibération, on vous donne les nouveaux budgets que nous avons à gérer pour cette mandature. Donc, vous avez toujours le budget principal, qui dépend de la nomenclature M57. Vous avez un nouveau budget qui avait été adopté et, lors du conseil municipal, on aura bientôt le PV, hein, mais le conseil municipal du 20 février, le budget lotissement communal de l'Adoue. Et vous avez deux budgets annexes, le budget assainissement, qui est soumis à la nomenclature M49, et le budget réseau de chauffe, qui est soumis à la nomenclature M4. Donc le règlement, tel qu'il est décrit en annexe, vous donne le cadre juridique du budget communal. Donc là aussi, il y a juste un dernier point à modifier. Il y a un compte pour le cadre juridique du budget communal. Donc il faut mettre, je ne pense pas que ça ait été mis, compte financier unique aussi, à la place de compte administratif. Voilà, c'est juste ça. Donc le cadre juridique du budget communal, le débat d'orientation budgétaire, le budget primitif, les décisions modificatives et le budget supplémentaire et le compte financier unique, dont on parlera le 29 mai. La gestion pluriannuelle, l'exécution budgétaire et comptable, avec toutes les écritures comptables classiques de rattachement à l'exercice, de reste à réaliser, des subventions, la mise en place de régie, la composition de l'actif et du passif, avec les règles d'amortissement, la gestion de la dette et les engagements au bilan, et surtout aussi la commande publique. Donc le règlement budgétaire et financier peut être complété à tout moment, en fonction des modifications, bien sûr, qu'on pourrait être amené à subir, hein, au niveau législatif et réglementaire. Et évidemment, si on est amené à modifier le règlement, il va falloir que cette modification fasse l'objet d'un vote par le conseil municipal. Donc là, c'est un règlement budgétaire et financier classique, hein, qui correspond plus ou moins à celui qu'on avait adopté lors du mandat 2020-2026. La grosse différence, c'est que cette année, on aura pour la première fois le compte financier unique qui va être adopté. Donc là, on vous propose, suite aux dernières élections, d'approuver le règlement budgétaire et financier de la ville de Guerre, que vous avez eu normalement en annexe dans la présente délibération. Et on vous propose de l'adopter. Donc, je vais le faire dans l'autre sens. Une fois. Je vous préviens quand même. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, ok, bon, qui est pour? Donc, tout le monde. Bon, très bien. Merci beaucoup. Alors, délibération numéro 20. Alors, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, pas mal d'infos, voilà, l'affiche comme ça, qui est diffusée sur les réseaux. Voilà, moi, je l'ai intégré directement sur la date du 6 juin, samedi 6 juin. Vous avez directement le centre d'incendie de secours de Guerre qui va organiser une fête à l'occasion de ses 130 ans d'existence. Donc, dans le cadre de cette journée, donc, ils sont amenés à 10h30, on vous rappelle à peu près les éléments, hein, donc je vous encourage à y aller, hein, notamment. À 10h30, il y a la cérémonie officielle, le défilé avec les véhicules anciens, accompagné d'un bagad des sapeurs-pompiers du Morbihan. Et ils vont se déplacer du centre de secours vers le complexe sportif Saint-Gurval. À 14h, il y aura des animations, démonstrations. Et le soir, il y a un dîner, je pourrais même vous donner le menu, hein, sur réservation, donc 15 € par personne. Donc, ce serait bien que les élus, on y aille ce soir-là pour soutenir nos pompiers. Et donc, un dîner, un feu d'artifice et un bal animé. Alors, il est vrai que ce jour-là aussi, on aura la braderie commerciale qui sera organisée. Voilà. Pardon? La folie des braderies. La folie des braderies. En partenariat avec Team Mosaïque, la ville de Guerre et l'UGC. Voilà. Donc, il y aura beaucoup d'animations ce jour-là. Alors, il s'avère que, vous voyez, c'est une demande de subvention exceptionnelle. Donc, il s'avère que les pompiers avaient été passés par le budget participatif pour faire une demande. Donc, normalement, le chef de centre avait rencontré aussi par la suite le maire sortant.
pour discuter d'une aide au financement de cette journée exceptionnelle. Et c'est quand même quelque chose d'important pour notre territoire. Donc, ça ne rentrait pas du tout dans le cadre du budget participatif. Et du coup, ils n'étaient pas dans les clous pour faire les demandes de subventions habituelles à la commission. Donc, alors malgré tout, leur demande, on a voulu la prendre en compte, regarder un petit peu les besoins qui pouvaient manifester à ce niveau. Et après analyse un petit peu des dépenses, donc ils affichent un petit budget prévisionnel, hein, mais qui pourra apparaître déficitaire, tout dépendra de ce qui va se passer. Là, on vous propose, et après chacun pourra donner son avis, de les aider simplement pour le soutien de cet événement par le biais d'une subvention exceptionnelle, en permettant de financer notamment le bagad, puisqu'il y a un coût pour le financement un financement de bagad à prendre en compte, et le feu d'artifice également qui sera organisé à cette occasion. Donc, il vous est proposé, alors bien sûr, on sera amené à prendre une décision modificative en conséquence, si on la valide, de retenir, alors heureusement 130 ans, ce n'est pas tous les jours, hein, loin de là, de retenir une proposition de 2500 € de subvention exceptionnelle pour le soutien des sapeurs-pompiers de guerre. Alors, normalement, dans leur budget, ils prévoyaient, dans ce que j'ai vu, hein, c'est 2000 € plutôt pour le feu d'artifice et 1000 € pour le bagad. Donc voilà la proposition qu'on peut vous faire. Donc je ne sais pas, des remarques, des objections, sinon je vais soumettre aux voix. Ce sera de l'animation en plus, hein, et de toute façon c'est bien de soutenir leur action sur le territoire, c'est important. On a besoin de... Ok. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et symboliquement, on va soutenir un conflit en levant la main pour dire qu'on est en vote pour. Merci beaucoup à l'unanimité. Alors, délibération numéro 21. Alors, vous avez vu la superbe rénovation de la résidence autonomie par Morbihan Habitat. Et pour réaliser cette rénovation, Morbihan Habitat est amené, comme pas mal d'organismes de ce style, de ce type, pardon, à solliciter un emprunt. Et là, ils ont sollicité un emprunt pour réaliser cette rénovation de 444 743 €. Et habituellement, quand un office public de l'habitat contracte un prêt, il sollicite, donc souvent c'est un prêt qui est contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Donc l'emprunt a été contracté en décembre 2025. Et à chaque fois, ils sollicitent la collectivité pour laquelle ils sont amenés à réaliser ces travaux pour qu'elle se porte caution au maximum à hauteur de 50% du prêt en question. Donc en réalité, là, dans leur contrat de prêt, ils sollicitent la commune de Guerre à hauteur de 50% et le conseil départemental à hauteur de 50%. Donc voilà pourquoi il vous est proposé ici. Alors c'est un courrier qui nous est arrivé fin janvier, début février. Le contrat de prêt a été accordé, hein, donc il n'y a pas eu de souci pour ça. Mais la délibération n'avait pas été passée à la fin du mandat à cause des élections qui occupaient un petit peu toute l'équipe municipale et les services municipaux. Et la garantie de la collectivité, vous voyez, elle pourrait être accordée par notre délibération classique à hauteur de la somme de 222 371,50 €, c'est-à-dire exactement la moitié de 444 743 €. Donc, bien sûr, je précise que la garantie a été accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de ce prêt en question. Voilà. Donc, c'est un prêt qui a été contracté auprès de la Caisse des dépôts, consignation. On en a eu comme ça plusieurs qui ont été contractés. Et on s'engage, en cas de besoin, si vraiment il y a un gros souci, à venir en soutien de l'Office Morbihan Habitat, public Morbihan Habitat, pour venir couvrir les charges de ce prêt. Donc, je précise que
on est dans les clous par rapport aux normes prudentielles, hein, puisqu'une collectivité elle ne peut pas garantir au-delà de 50% du montant total de ses recettes réelles de fonctionnement. Donc voilà, je vous propose d'adopter cette délibération, qui est tout à fait classique. Hein. Oui. Juste une remarque, je ne sais pas si il n'y a pas eu de pose de frein à vapeur, de pare-pluie, entre l'isolant et la protection extérieure. Remarque tout ça. Je ne sais pas si c'est dans les coûts en termes de mise en œuvre d'ITE, d'isolation thermique extérieure. Voilà. Je ne sais pas s'il faut faire un recours vis-à-vis de la garantie de ce prêt, la conformité ou pas de la pose de cette On va le vérifier, ouais. On ira vérifier. Merci pour la remarque. On va voir. Il faut vraiment le mettre. Il me semble que oui. D'accord. En passant tous les jours devant, ils n'en ont pas mis. D'accord. S'il y a une modalité extérieure et qu'il y a des systèmes de joints de plaques entre les plaques qu'on ne peut pas voir, c'est d'autres systèmes. D'accord. On ira vérifier. Voilà. Merci. Alors, d'autres remarques? Pas de remarques? Ok. Voilà, donc je soumets au voix. Qui est pour? On va le faire dans ce sens. Qui s'abstient? Si les travaux sont mal faits. Pardon? Si les travaux sont mal faits, je ne sais pas. Mais... Ah oui, non, mais là, c'est juste la garantie d'emprunt. Oui, voilà, voilà. C'est autre chose. Dans tous les cas, il y a une garantie décennale. Oui, il y a une garantie décennale. Donc, s'il y a une parfait achèvement. D'accord. Donc, adopté à l'unanimité. Ok. Pas de vote contre, pas d'abstention. Donc, ok. Très bien. Merci. Je laisse la parole à Michael. Pour la nomination d'un référent déontologue. Alors, nomination d'un référent déontologue. Donc, il est proposé de désigner Madame Corinne Hervé, qui est proposée par l'AMF, l'Association des maires de France, de 56, voilà, pour exercer cette mission. Donc, depuis 2023, Madame Hervé est référente déontologue pour les élus locaux. Donc, vous avez une précision sur son parcours, là, en début de délibération, je ne reviens pas dessus. Alors, Madame Hervé sera rémunérée par une indemnité de vacation d'un montant de 80 € par dossier, conformément à l'arrêté du 6 décembre visé. Alors, cette indemnité, elle sera versée par la commune. Et si de manière tout à fait exceptionnelle, un déplacement était nécessaire, les frais en seraient assumés aussi par la commune, selon les barèmes applicables aux agents de la fonction publique territoriale. Les questions les plus complexes pourront être traitées par un collègue de référent déontologue et entraîner un cumul de vacations. Alors, modalité de saisine du référent. Donc, le référent peut être saisi par tout élu local. Voilà. Il pourra être saisi par voie écrite, par mail, qui sera communiqué dans une note transmise ultérieurement par la référente, en précisant dans son objet la saisine référente déontologue et puis de guerre confidentielle. Donc, l'élu informe la commune quand même de la saisine du référent, mais il ne communique pas la question posée. Voilà, donc toute saisine fera l'objet d'un accusé de réception par le référent déontologue qui mentionnera la date de réception, il rappellera le cadre réglementaire de la réponse. Le référent, la référente donc étudiera les éléments fournis par l'élu et demandera le cas échéant par écrit oral des précisions complémentaires. Voilà, dans les 10 jours, sauf circonstances exceptionnelles, la référente communiquera son avis à l'élu concerné par écrit ou éventuellement par oral si l'élu le souhaite. Alors, c'est un avis qui est purement consultatif, voilà, non susceptible de recours et soumis à la plus grande confidentialité. Et donc, le référent déontologue doit exercer sa mission en toute indépendance et impartialité. Voilà. Donc, juste quelques petites précisions. Donc, les 4 saisines du référent déontologue, c'est autour des conflits d'intérêts. Par exemple, alors il peut y avoir aussi des demandes ou des interrogations par rapport à des cadeaux, des invitations, des avantages.
Ça peut être aussi autour de l'activité professionnelle, qui peut être en parallèle. Voilà. Je sais pas, vous avez des questions peut-être sur le référent déontologue? C'est bon? Voilà. Donc on vous propose d'adopter cette délibération. Bon, qui est pour? Très bien, merci beaucoup. On continue avec la délibération 23, l'utilisation des véhicules de service de la ville de Guer. Alors, la ville de Guer dispose d'un parc automobile qui est mis à disposition des élus et des agents pour les déplacements nécessaires à l'exercice de leur mandat ou de leur fonction. En général, l'utilisation des véhicules municipaux réside dans une utilisation partagée. En dehors des heures de service, les véhicules sont stationnés au sein des établissements de la ville, donc au CTM, Centre technique municipal, donc à proximité de l'hôtel de ville et sur les parkings de la commune. Donc pour la mise à disposition de véhicules de service, une délibération annuelle est nécessaire. Donc, Monsieur le maire vous propose d'accorder l'utilisation des véhicules de service pour l'exercice de leur mandat ou de leur mission, ainsi que pour les déplacements en dehors de la commune aux élus, maires, adjoints, les conseillers délégués et référents défense, et les agents de la ville de Guer. Et de préciser que l'usage privatif des véhicules de service est strictement interdit. Ouais, c'est une référence défense. Ouais. Oui, voilà. Voilà, donc c'est important de le préciser, hein, parce qu'il est, voilà, il est conseiller correspondant de défense. Voilà. Et il n'est pas dans les conseillers délégués, il est en plus. Normal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, je le soumets au vote. Hein. Qui est pour? Pas d'abstention. Pas de vote contre. Merci. Alors, je laisse la parole à Vincent Poé pour la convention d'Iro. Eh ben non. Ah, non, c'est Pascal. Pascal. Ah, mais il est là, Pascal. C'est vrai. Pascal, Ah, il est là. je serai là. Alors, Pascal. Donc, je laisse la parole à Pascal. Donc, concernant les ponts qui équipent les voies communales et communautaires, constituent un patrimoine routier particulièrement sensible qu'il convient de surveiller et d'entretenir avec rigueur et méthode, ce qui nécessite des compétences et des moyens adaptés. Alors, je ne cite pas la loi, c'est la loi Didier. Selon une jurisprudence constante, les ponts appartiennent aux gestionnaires de la voie portée, donc à la collectivité concernée dans le cas où la voie secondaire franchit la route nationale par-dessus. Donc, pour être clair, quand on passe au-dessus de la 4 voies, c'est à nous. Quand on passe en dessous, c'est pas à nous. À l'inverse, quand la voie secondaire passe sous cette route nationale, le pont appartient à l'État qui en supporte la responsabilité de gestion et d'entretien et la charge. Sur le réseau de la direction régionale de l'Ouest, ce sont près de 600 ouvrages en passage supérieur appartenant à des collectivités qui sont dénombrées. Sur le territoire de la commune, la DIR Ouest a identifié 3 ouvrages d'art franchissant le réseau routier national. Donc, il y en a un qui est le pont de la Touche-Buis, qui s'appelle le VC 202. Le deuxième, qui est le VC 117, qui est le pont du Clos. Donc, c'est l'inverse. Le VC 202, c'est la Billier, et le dernier, c'est la Touche. Donc, pour ces 3 ponts, la DIR Ouest possède des archives. Donc, en application de la loi, l'État a mis en place un dispositif d'aide financière pour les petites communes dont le potentiel fiscal annuel est inférieur à 10 millions d'euros pour la maintenance de ces ouvrages. Prise en charge intégrale des frais de gestion des superstructures des ponts, surveillance, entretien, réparation, tandis que la commune doit assumer la charge financière de la voie portée et des équipements de superstructure de l'ouvrage. Donc la chaussée, le trottoir, les joints, tout ce qui est pas porteur, tout ce qui est équipement et pas porteur. Selon la DIR Ouest, le potentiel fiscal de Guer étant de 5 289 €, nous entrons dans le champ d'application des communes concernées. La DIR Ouest a engagé depuis l'année dernière une démarche de conventionnement avec les collectivités dont les voies surplombent le réseau routier national. Elle a d'abord commencé par les conseils départementaux, puis les métropoles et les grosses agglomérations. La DIR Ouest est maintenant entrée dans une phase d'échange avec les communes dont la nôtre. La convention proposée par la DIR Ouest
permet de bénéficier du dispositif d'aide financière mis en place par l'État. Celle-ci prévoit que la collectivité avance les frais liés à l'entretien et à la maintenance des 3 ponts concernés et se fasse ensuite rembourser par l'État pour les parties de l'ouvrage qui relèvent de sa responsabilité. Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur ce projet de convention qui, semble-t-il, si on ne le valide pas, on doit supporter 100% des dépenses. Assez. Je pense que C'est l'État dans toute sa splendeur. je pense qu'il n'y a Il pas faut de prendre débat. une délibération quand même. Ah oui, bah oui. C'est pour ça qu'on est d'accord. Est-ce qu'il y a des La questions? démocratie incitative. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Non? Bon, ben, on a tout intérêt à adopter le projet. On va commencer. Qui vote pour? Abstention? Vote contre? Merci. Alors, pour la suite. C'est quoi? C'est moi. Allez, délibération 25. La télé 25 et derrière 26, ils sont dans une cession et une acquisition. Juste en préambule, je rappelle une chose, c'est que dans les parcelles dont la commune est propriétaire, il y a 2 typologies de parcelles. Il y a les parcelles qui sont liées au domaine public, voilà, et il y a les parcelles qui font partie du domaine privé de la collectivité. Donc, concernant la délibération numéro 25, on est bien sur une proposition de cession d'une parcelle qui est dans le domaine privé de la collectivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'issue, s'il y a vote favorable, il y aura les procédures classiques auprès des actes notariés, mais que ça ne fera pas l'objet d'une enquête publique. Contrairement à d'autres sessions qui avaient été faites sur le mandat précédent, il y avait eu des enquêtes publiques en fin d'année, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, c'était plutôt des chemins, mais voilà, on est dans cette logique. Et là, on est un peu dans la logique de ce qu'on évoquait au début de la discussion par rapport au DIA. C'est qu'on est sur des parcelles de typologie, en l'occurrence A, mais ça peut être aussi éventuellement naturel, dont on a la propriété. Alors, c'est historique. Vous retrouvez, il y a tout comme ça sur 5000 hectares de communes. Vous imaginez qu'il y a des petites parcelles comme ça, de temps en temps, où on se retrouve, on est propriétaire, c'est historique, des legs, des choses qui ont été faites dans le temps, au siècle, des déviations de route, bon, des choses comme ça. Alors là, c'est pas tout à fait le cas, je pense. Des choses qui ont été faites éventuellement au siècle dernier, bien avant, c'était comme ça. On en a eu à nouveau des demandes sur jusque-là. Maintenant, on avait plutôt tendance à refuser. On a eu un bois, on nous a proposé un bout de bois, on nous a proposé des parcelles agricoles, on nous a proposé un certain nombre de choses. Donc là, on met plutôt le pied sur le frein. Pourquoi? Parce que derrière, évidemment, on a la charge d'entretien. Et là, pour ceux qui connaissent cette parcelle, je sais que tu la connais bien, tu as été voir. Il y aurait évidemment, il y a beaucoup de travail, c'est pas fait. Les services ne peuvent pas se disperser, ça engendre du matériel, il y a des coupes de bois, etc. Enfin, c'est un peu complexe. Donc là, on a eu une demande de M. Martin, dans une logique de laisser l'accès libre. Ce sera libre. Il va pouvoir entretenir la parcelle. Lui, bon, on peut le dire, il est quand même passionné de pêche, donc ça l'intéresse d'avoir une parcelle à proximité par rapport à la pêche, une association de pêche. Donc, dans notre logique, effectivement, l'idée est de pouvoir lui rendre une réponse positive. Alors, évidemment, il a fallu qu'on évalue par rapport aux évaluations du domaine. Le domaine avait évolué la parcelle à 500 €, il y a à peu près 2000 hectares, 2000 mètres carrés. 2000 mètres carrés. Sur 5000 hectares de la commune, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Et du coup, le prix proposé de cession est de 1000 €. Évidemment, tous les frais d'acte et pouvoir de géomètre est à la charge de l'acquéreur. Et quand nous, on est acquéreur, c'est contraire, c'est à notre charge à nous. Voilà. Il y a des questions complémentaires. Du coup, Parlez pas. vous avez remarqué répondu à certaines des interrogations, c'était sur les motivations d'achat de ce terrain. Et après, la question quand même qui était soulevée, c'était un terrain en bord de cours d'eau ne nécessite pas forcément d'entretien, contrairement à des idées reçues, c'est plutôt très bénéfique en termes écologiques. Du coup, la question se pose à propos de vendre un terrain si proche de la route où il y a quand même une aire où on peut s'arrêter.
c'est un terrain qui est inondé l'hiver. Donc faire du bois quand c'est inondé, ça peut boucher le pont. Et la commune ne doit pas posséder de terrain à proximité du coup, de Ah, celui-ci. il peut avoir chaud, même il y en a un qui, alors pas, il n'est pas en connect, mais il y a un autre terrain un peu décalé aussi. Là, on nous a fait une demande, c'est pas nous qui avons été acteurs, on a eu. Oui, on a reçu je une demande. sais, c'est bien. Mais par contre, je sais pas si tu as déjà été là-bas, il y a quand même beaucoup d'entretiens, il y a des arbres dans le cours d'eau, il y a beaucoup de choses. Ah, les arbres tout dans le cours d'eau. Il y a énormément. Il y a des embâcles partout. Moi, je suis pour la nature. Il faut laisser des arbres pour que les poissons puissent aller faire. Voilà. Mais là, c'est vraiment. Il y a des arbres dans tous les sens, dans tous les sens. Suite aux différentes tempêtes, si on met déjà dans la commune à faire tout l'entretien, je ne sais pas combien de temps ils vont mettre, combien ça va nous coûter la collectivité. Et Bah, c'est après, pas lui, le notre but, but, c'est c'est de laisser. laisser l'accès libre. Les embâcles naturels ne sont pas du tout un problème en gestion écologique, c'est même très bien. Oui, et là, il y en a beaucoup, beaucoup. Oui, mais c'est pas forcément un problème de beaucoup. Et les cours d'eau abrités qui sont très ombragés, donc la limite au réchauffement de l'eau, tout le monde le sait, en plus, si vous êtes au GBO, vous êtes informé. Et en gros, c'est là-dedans qu'on trouve les cours d'eau où il y a plus de diversité en termes animaux dedans. Donc la question toujours de se poser, de dire l'eau c'est notre source, de céder un terrain en dehors des cours d'eau. Moi, ça pose question. Je veux dire, quel est l'intérêt pour la pêche? Il y a d'autres terrains et ça n'empêche pas de pêcher. Par contre, si l'accès est libre, l'accès à la pêche est possible. Par contre, si demain on vend tous les terrains en bord de cours d'eau, si c'est pour qu'ils soient nettoyés, ça pose d'autres problématiques de gestion. Non, mais c'est pas. C'est toujours ce que tu disais tout à l'heure sur la préemption des terrains, c'est qu'il faut des projets. Par contre, la question est de savoir quels sont les projets globaux sur la commune. Après, il serait bien d'avoir une carte, vous pouvez l'avoir en tête sur qu'est-ce qu'a déjà la commune, sur quel terrain la commune peut se positionner pour des projets. C'est forcément des projets de long terme parce que il faut que les terrains soient vendus pour que potentiellement on puisse présenter. L'autre, c'est la problématique de la gestion globale de la préemption, éventuellement des ventes. Dans une logique globale, on ne peut pas la raisonner pièce par pièce, ça ne marche pas. Ça compte, c'est quoi l'intérêt global. Et après, il y a des communes aujourd'hui qui achètent des terrains agricoles pour les louer, pour avoir d'autres projets. Il y a par exemple la commune d'Orée a acheté une ferme complète pour l'école, enfin, pour la cantine, pour que la ferme nourrisse la cantine et que la cantine nourrisse les élèves. Mais du coup, on ne peut pas raisonner un projet de vente sans connaissance de projet global, à mon sens. Ce que je retiens dans ce que vous dites, bon là, il y a un. Alors après, c'est toujours pareil, nous on fait confiance aussi, moi j'ai tendance à faire confiance aux personnes. Donc là, la personne a un projet qui est louable, évidemment, il va pas raser la parcelle, hein, c'est pas le sujet. Par contre, ce que vous dites, je l'entends aussi, et j'étais en train de regarder la date, on pourra, vous savez qu'il y a la première commission, justement, travaux, environnement, etc., qui est le 22 avril, je sais pas si vous avez une information, voilà. Donc il y aura un temps d'échange, parce que le l'ordre du jour est assez lourd, parce que c'est la première, il a fallu qu'on assure la continuité de la collectivité, mais c'est le genre de choses qu'on pourra évoquer, et le fait d'avoir un inventaire, une cartographie des zones et en discuter collectivement, c'est assez favorable. Moi, hein, je m'engage pas. Des fois, répondre à une question sans en avoir suffisamment d'éléments. Oui, mais j'entends. Et ce monsieur qui va faire l'acquisition, qui souhaite faire l'acquisition, c'est le trésorier de la MPPA, l'association agréée de la pêche pour la protection du milieu aquatique. Donc, bien sûr, c'est pour pêcher, il va pas acheter le terrain comme ça pour déjà acheter le terrain. Avec tous les pêcheurs de cette société qui regroupe Eger et Kelnuck, ça représente comme un nombre de. Régulièrement, ils mettent des poissons quand c'est au début de la pêche, au mois de mars, ils vont là, mais c'est vrai qu'au niveau accès et tout, c'est compliqué. Parce que c'est des gens qui sont sensibles à la gestion de la nature. Hein. De venir du terrain, d'ailleurs, parce que là, parce que là, ce terrain-là qui appartient à la commune, même sert, parce que moi je suis allé voir quand même, ça sert de déchets sauvages, il y a plein de bidons, ouais, il y a des choses, parce que la route avait été déviée il y a quelques années, peut-être 30-40 ans, et du coup c'est un déchet sauvage, on voit plein de bidons, plein de choses, et voilà, moi ça c'est pas top non plus, quoi.
Mmh. Ah oui, oui, c'est un vrai problème. Non. D'accord. Ok, hormis cette remarque et la volonté affichée aussi d'approfondir cette question, hein, bien sûr, je soumets au vote cette délibération de cession de la parcelle René, au profit de M. Martin Bruno. Ah, René, excuse. René a du mal à parler. La question c'était, étant donné que vous dites qu'il y a une réunion prochaine, est-ce que c'est une décision qui peut être prise après votre réunion? Ça aujourd'hui. Oui. C'est engagé, les gars. On verra pour les autres. Ouais, ça sera pour les autres, pour les Pour futurs. les autres. Ok, ça marche. Oui. Donc, hormis cette remarque, pas d'autres. Hein. Heureusement qu'on n'a pas la cérémonie du 8 mai demain. Bon, je soumets au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? 3 abstentions. Ah oui, pardon, oui, 4 abstentions. Et qui vote contre? Personne. Ok. Merci. Délibération suivante. Cette fois-ci, on est dans le cadre d'une C'est acquisition. l'inverse. Voilà. On est acquéreur. Ça veut dire que les frais seront à notre charge. Donc là, on est sur une parcelle qui donne à l'arrière de la médiathèque. Hein. Donc ça fait, on va dire, plusieurs mois d'échange, voilà, avec le propriétaire actuel. Donc on a trouvé un compromis au niveau tarif. Hein, le but, c'est de pouvoir évidemment avoir de l'espace et du foncier disponible pour l'aménagement extérieur de la médiathèque. Donc là, on est bien dans l'autre logique qu'on évoquait tout à l'heure par rapport aux équipements publics. Bon, alors on est sur 270 mètres carrés, je sais pas déjà. Voilà. Et on est sur des des zones constructibles, évidemment, parce qu'on en ferait au dehors d'un projet qui est issu de la collectivité. Voilà, c'est autre chose. Donc là, la négo s'est arrêtée à 15 € du mètre carré. Donc à peu près 4 050 € à la charge de la collectivité pour ces frais d'acte. Voilà, alors après, quelqu'un veut donner des précisions sur les aménagements potentiels. On va vous faire plaisir dans la surprise innocente. Ce ne sera pas construit, c'est un aménagement extérieur de la bibliothèque. Et il y a quelques malheureux arbres qui ne seront pas construits. Ah, d'accord. Bon. Ok. Est-ce qu'il y a un cours d'eau? S'il y a un cours d'eau, il y a un cours d'eau en dessous d'ailleurs. Il passe pas loin. C'est l'arrière de la ville. Non, mais en dessous de la ville, pas très loin. On a dit qu'il passait pas loin, mais un peu plus loin quand même. Oui, 5 heures. Ouais, 5 heures pas loin. C'était une boutade. Oui. Il y a un petit peu de Parce que la lumière, ça veut dire terre de marée. Exactement, on est bien d'accord. Pas d'autres remarques? Donc, il est pour adopter. C'est une bonne initiative. Oui, c'est bien. Une question d'information. Le terrain, ça ampute un des terrains jardin d'une maison d'habitation à côté ou c'est déjà un terrain enclavé sans. C'est On fait rien, mais bon. Ça, je disais, je sais pas. Et il est très naturel. On ne voit pas derrière le mur. Non. Il est derrière le hangar. Il est lié avec le hangar et l'installation. Oui. Très bien. Alors, délibération, qui est pour réaliser cette acquisition? Qui s'abstient? Qui vote contre? Pas de vote contre. Alors, on rajoute, puisqu'il y en a, questions diverses. Voilà, on va le mettre. Donc, on le rajoutera dans le long du jour aussi, systématiquement. Et là, au bas de la délibération. Donc, je ferai des remarques après, mais les élus de la minorité ont quelques questions diverses, à première vue. Oui. Par rapport à une remarque qui a été faite
peut-être au conseil communautaire sur un rendez-vous qui avait été. Madame Gaëlle Scotto, donc la nouvelle présidente de l'OBC, a sollicité la mairie d'hier pour expliquer son projet de présidence. Et j'étais un peu déçu de ne pas avoir été éventuellement convié. Peut-être que j'aurais pas pu me rendre disponible. Et j'ai posé ma question au conseil communautaire. Donc, c'est de savoir éventuellement pourquoi, ou si c'est juste un oubli. Alors, ça a été très simple. Elle a sollicité simplement une rencontre avec directement les maires, donc les 25 maires. Donc, elle a dû courir un petit peu pour aller vraiment rencontrer tout le monde, pour évoquer le futur de la gouvernance territoriale de l'OBC. Et lorsqu'elle elle est venue carrément me voir à Guerre pour faire le point, elle a trouvé une date dans son agenda assez chargé. Et lorsqu'on l'a rencontré, je l'ai rencontré, on était face à face tous les deux, maire à maire. Donc je n'ai pas fait participer non plus les élus communautaires de la majorité. Donc c'est pour ça que ça s'est traité comme ça. Pour faire un petit topo, elle voulait m'expliquer un petit topo sur le futur de la gouvernance. Donc on n'a pas fait de réunion interne. Oui, Voilà, c'est ça la question. C'est dans sa formulation de rendez-vous. Voilà. Enfin, je trouve qu'elle l'a donné dans son discours. Enfin, Ouais. je pense que... Si elle a convié que le maire. Oui, c'était ça. C'est peut-être une maladresse de sa part de ne pas avoir convié tous les élus communautaires. C'est peut-être pour trouver des dates. Le problème, c'est ça. C'est arriver à trouver une date pour que tout le monde soit présent. C'était pas forcément évident. Ouais. Une question était sur le budget particulier 2025. On ne l'a pas vu sortir, il n'est pas dans les sujets de délibération. Donc c'était pour savoir parmi les deux projets, ces deux années qui étaient soumis au vote, quels étaient les résultats, s'ils sont faits, sachant que la fin des votes était le 19 février. Oui, effectivement, je pourrais compléter, celui-là, mais alors vous posez la question par rapport au budget. Donc il y a bien un budget qui a été alloué, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le travail a été un petit peu interrompu du fait des élections, etc. Mais en fait, qui est sorti en premier, donc le parc de jeux inclusif. Et ensuite, nous avions le café associatif. Voilà. Il y a eu une réunion, une commission le 23 février, et donc vous avez pu entendre la porteuse de projet du parc de jeux inclusif. Pour le café associatif, la personne n'est pas présente. Voilà, on a lancé l'association, on a eu de retour, est-ce qu'on les rencontrer Donc, bien évidemment, nous allons poursuivre le travail, mais bon, je pense que c'est intéressant. Il y a une nouvelle équipe, donc on pourra poursuivre le travail ensemble. Et puis, on va mettre en place les commissions. Et du coup, le vote, il a donné quoi comme résultat positif? Alors, en numéro 1, le parc de jeux inclusif, et en numéro 2, donc le café associatif. Qui est porté par le Team Mosaïque. Oui, voilà, c'est ça, Team Mosaïque. C'est surprenant que vous n'ayez pas eu de retour du Team Mosaïque, il n'y a pas eu un problème dans les mails. Il n'y a pas eu un problème dans les mails parce que Ludivine Pirel, la chargée de la communication, les a ressollicités. À ce jour, on n'avait pas de retour. C'est un projet qui doit se faire un cœur. Bah oui. Je vois, j'étais pas du tout dans la commission du café associatif dans je n'ai pas l'information. On aura l'occasion d'en reparler. Et une dernière question qui était sur le renouvellement du comité de jumelage qui doit avoir lieu en fin de mois, il me semble, c'était fin avril. La question qui était, c'était de savoir, d'avoir un bilan des différentes actions menées sur les 30 voilà, avoir un bilan pour avoir une réflexion éventuelle sur la prolongation de ce gymnase, s'il a toujours lieu ou pas. Et comme ça a été fait il y a longtemps, on peut se dire que avec les changements de génération, les objectifs peuvent changer. Et ou de savoir si d'autres pouvaient envisager d'autres formes de gymnase sur du gymnase de proximité ou à l'inverse des thématiques très éloignées où il n'y a pas de barrière de langue, ou dans un pays francophone extérieur ou en plus proche, toujours il y a la mer, la Normandie ou autre qui permet
permet éventuellement des échanges physiques beaucoup plus facilement et qui limite aussi les empreintes de déplacement et la mobilité. Voilà. D'accord. Alors effectivement, ce travail-là, il va être réalisé, mais c'est bien que vous vous intéressiez au jumelage. Bon, prochainement, on va avoir une délégation d'Italiens là, qui arrive sur Guerre entre le 7 et le 10 mai. Et donc là, c'est une délégation avec le maire de Gravedona de 23 Italiens. Et en amont, mais ça, on pourra demander des précisions pour cette année, on a 7 collégiens italiens qui viennent en amont, qui vont être accueillis aussi par 7 homologues collégiens de Guérois. Donc, qui vont venir avant le 7 mai. Donc, et tout le monde va participer à la cérémonie du 8. Ils sont de la ville de Gravedona. Gravedona, oui. Parce qu'il y a des échanges avec l'Italie au collège. Oui, mais là, c'est Gravedona, ce sont des collégiens de Gravedona qui vont arriver. Donc, on demandera des précisions, si vous voulez, sur leurs activités et les activités qu'ils vont réaliser sur le territoire. Mais déjà, bon, je vous encourage tous à participer aussi à ce comité de jumelage, à la venue des Italiens, puisqu'il y a plusieurs activités qui sont organisées. Alors, effectivement, là, les activités vont être réalisées pour apporter des éléments de satisfaction sur un aspect touristique, sur une partie pour la délégation italienne. Mais on aura un moment fort, c'est le 8 mai, surtout, où on va fêter vraiment les 20 ans du jumelage entre les deux communes. On va planter des arbres même sur la place Gravedona, près du centre culturel Belvédère. Donc voilà, donc les échanges se passent plutôt bien. Et après, moi je ne fais pas partie directement en même temps, forcément je vais l'être, du comité de jumelage. Et donc ce sera bien malgré tout de faire le point sur toutes les actions qui ont été réalisées. Alors je ne sais pas si les membres du comité de jumelage ont envie d'intervenir. On est 3 pour la ville de Guerre siégés au sein du conseil d'administration du comité de jumelage. Donc il y avait André Pierric, qui est donc le sortant de la majorité, qui représentait au titre à la fois la ville, mais en même temps pour les échanges avec les écoles, puisque Noémie était au sein du conseil d'administration du lycée et du collège. Et donc avec Brocéliande, ça facilitait les échanges. D'ailleurs, le proviseur lui-même est maintenant assez engagé au sein du comité de jumelage. Il y a donc David qui va être avec nous ce soir parce qu'il est en congé. Et donc en fait au sein du comité de jumelage, à chaque renouvellement proposé, les élus ne sont pas concernés parce que ça couvre sur la durée du mandat. Et donc il y a eu déjà un gros renouvellement depuis que moi j'y participe en tout cas. Il y a beaucoup plus de dynamisme qu'avant au sein de ce comité. On voit avec l'arrivée de nouveaux visages qui arrivent avec de nouvelles idées. Et c'est franchement, je trouve que ça va dans le bon sens. Sur les actions, ils font vraiment un très gros boulot de recensement depuis tout ce qui a été fait sur ces 20 dernières années. Le jumelage avec les scolaires a aussi lieu dans les plus petites classes, où ce sont des échanges épistolaires. Pas en italien, mais en anglais, puisque les professeurs ne parlent pas forcément l'italien. Donc ça permet quand même aux jeunes de pouvoir manipuler l'anglais autrement que dans leur cours. Et sur le jumelage que vous évoquiez, peut-être à plus petite distance, le conseil départemental du Morbihan est jumelé avec celui de la Savoie, notamment dans le cadre des JO, et donc on pourra éventuellement solliciter nos conseillers départementaux pour le mettre en place. Mais ça nécessite quand même, il faut le dire, une réelle dynamique. Il faut que ce soit porté, mais plus largement qu'au sein du comité, parce que sinon ça va s'essouffler. D'ailleurs, il y avait un jumelage qui était avec Bandon qui a duré quelques années, mais qui n'a pas donné suite, qui était super, qui était en Irlande. Ça se passait très bien. D'ailleurs, C'est ça que s'appelle le sport Ouais, moderne. c'est ça. Donc ce sont des choses à voir. On va regarder. Alors, moi j'ai des choses à dire, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions pour ce soir? Alors là ce soir on peut être content d'avoir mis en place les commissions. Donc, on va commencer à travailler maintenant.
Je précise quand même par rapport au calendrier, le prochain conseil municipal aura lieu le 29 mai. C'est un vendredi, 18h30. Donc, il va être consacré pour une bonne partie aux finances. Je sais que vous en réjouissez à l'avance. Mais il faut qu'on vote le compte financier unique avant le 30 juin. Voilà. Donc, on a un conseil municipal, vous l'avez reçu, le 29 mai. Le prochain, après, c'est le 3 juillet, donc c'est après le 30 juin. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment le 29 mai où il faudra qu'on présente ce compte financier unique. Et avant le conseil municipal du 29 mai, on aura les 5 commissions qui ont été constituées ce soir, qui vont toutes se réunir une fois. Et je le précise, on a commencé à appliquer le règlement intérieur qu'on a évoqué tout à l'heure, puisqu'il y avait une commission qui était très en avance, sport, affaires scolaires, qui voulait commencer dès mercredi prochain, puisque je précise bien que les commissions communales de guerre ont lieu le mercredi, habituellement à 18h30. Et là, exceptionnellement, pour respecter les 5 jours francs, la commission sport affaires scolaires, on vous le dit, ça sera une fois, ça aura lieu vendredi prochain, le 17 avril. C'est exceptionnel, c'est pour qu'on ait les 5 jours francs entre la convocation de la commission et l'organisation de la commission. C'est pour ça qu'on l'a déplacé du mercredi au vendredi, exceptionnellement, pour cette raison. Les autres commissions auront lieu le mercredi. Et faites attention tous, il y a une seule commission qui parle beaucoup et qui commence toujours plus tôt à 18h, alors que toutes les commissions habituellement commencent à 18h30. Donc faites attention aux horaires. Faites attention aux horaires. Travaux, urbanisme, c'est 18h. Le lendemain. Voilà. Donc voilà. Donc on va pouvoir commencer à travailler et je vous souhaite de passer une bonne soirée. On a terminé avec ce conseil municipal, le deuxième mandat, de passer de bonnes vacances pour ceux qui ont la possibilité d'être en vacances, éventuellement, et un beau week-end pour ceux qui n'ont pas de vacances. Voilà. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Juste pour terminer, ceux qui sont à la commission sport et jeunesse, enfin sport et affaires scolaires, je vous donne l'invitation en main propre, donc les 5 jours seront bien. Voilà. Venez.